Très bien. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore une fois dans le cadre de ce cours de méthodologie de la recherche. Pourquoi un cours de méthodologie de la recherche? Simplement parce que, voilà, le master auquel vous vous êtes inscrit, à savoir le master en relations internationales et diplomatie, est un master qui, dans le système LMD, est forcément assorti d'une soutenance de mémoire. Et donc, c'est pourquoi il faudra vous conférez en tout cas toutes les habiletés nécessaires à à l'identification d'un problème scientifiquement pertinent jusqu'à la rédaction d'un mémoire de fin de cycle aux fins de soutenance publique. Alors, la recherche scientifique, c'est l'une des exigences donc de la vie académique parce que justement, la vie académique repose sur deux mamelles nourricières que sont la recherche et l'enseignement. La recherche, entendue comme activité ou processus d'acquisition du savoir ayant vocation à être enseigné dans le cadre de nos cours, dans le cadre de nos enseignements. Voilà. Donc, la question dès lors est de savoir comment s'y prendre pour mener à bien une recherche scientifique. Quelles sont les exigences théoriques et opérationnelles inhérentes à la recherche scientifique? Pour répondre à cette complexe interrogation, nous allons articuler notre propos autour de ces cinq axes libellés comme suit. Premièrement, épistémologie et typologie des travaux de recherche. Deuxièmement, processus de la recherche scientifique. Troisièmement, activité technique inhérente à la recherche scientifique. Quatrièmement, exigence rédactionnelle de la recherche scientifique. Et puis, en dernière instance, on verra quelques dispositions pratiques en vue de la soutenance. Voici quelques ouvrages que j'ai mis ici en partage. Voilà, dont le mien même, Introduction à la science politique. La dernière partie de cet ouvrage consacré à l'épistémologie traite de la méthodologie de la recherche au sens large. Alors, première articulation de notre propos, épistémologie et typologie des travaux de recherche. Pourquoi un tel intitulé? Simplement parce que l'épistémologie est le domaine de spécialité pour toute discipline académique donnée qui se préoccupe, qui questionne les modalités d'acquisition du savoir, de production de la connaissance. C'est pourquoi ces écoles-là sont importantes en lien avec les différents types de travaux de recherche parce que justement, chaque école épistémologique a recommandé, pour ne pas dire prescrit, une méthode particulière de mener la recherche scientifique. Ici, donc, on va voir deux sous-parties, controverses épistémologiques en sciences politiques et en sciences sociales en général, et puis la typologie des travaux de recherche. Il y a une corrélation entre les deux blocs. Bien. Alors, voici les quatre écoles épistémologiques qui sont en vigueur en épistémologie des sciences sociales en général. Il y a le normativisme, l'empiricisme, le criticisme et le postmodernisme. Excusez. Alors, le normativisme nous dit que la meilleure façon de mener la recherche scientifique, c'est de prendre en compte les valeurs. Parce que la science qui ne tient pas compte des valeurs n'est que ruine de l'âme. Pour emprunter la célèbre formule de François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, la pratique scientifique au regard des normativistes ne saurait se faire sans prise en compte des valeurs. Ça peut être des valeurs culturelles, des valeurs sociales, des valeurs morales, éthiques, religieuses. En tout cas, il y a toujours un phénomène politique, pour ne pas dire un phénomène de société, qu'on essaie d'analyser à l'aune d'un référentiel. Et ce référentiel-là, c'est la valeur en question, le principe en question, l'idéologie en question, ça peut être la norme en question. Donc, c'est lui qui nous sert de boussole, d'analyse, de référentiel, d'appréciation, de base analytique, de paradigme analytique à tout, en tout cas face à tout problème que nous rencontrons, face à tout phénomène de société. Un exemple de sujet pouvant se prêter à la recherche normative, la politique africaine de l'Allemagne à l'aune du cosmopolitisme. Ici, le phénomène politique étudié, c'est la politique africaine de l'Allemagne. Et notre référentiel normatif, c'est le cosmopolitisme, qui est l'une des théories normatives des relations internationales, qui nous dit que tous les êtres sont égaux, abstraction faite de leur couleur de peau, sexe, origine, nationalité, tout ça. Nous sommes tous des citoyens du monde. Voilà ce que dit le cosmopolitisme. Donc, la recherche dont je parle ici, qui n'est rien d'autre que ma thèse de doctorat, a cherché
à simplement chercher à analyser la politique africaine en prenant pour référentiel analytique le cosmopolitisme. Voilà. Donc, les théoriciens qui relèvent du normativisme sont entre autres Platon, Aristote, Hegel, Kant, pour ne citer que. Voilà. Contrairement au normativisme, l'empiricisme, qui rime avec positivisme, avec empirisme aussi, voilà. Donc, l'empiricisme, c'est le fait de faire du tout empirique. Alors, l'empirique s'oppose au normatif, parce que l'empirique ne cherche pas à porter de jugement de valeur, parce qu'avec le normativisme, il s'agissait de porter un jugement de valeur, c'est-à-dire, il s'agissait de dire si le phénomène observé est bon ou mauvais, moralement acceptable ou inacceptable, autant de choses. Alors qu'avec le normativisme, ce qui est recommandé, c'est que le scientifique fasse fi des valeurs pour ne se focaliser que sur les faits et rien que les faits. C'est ce que Max Weber a appelé la neutralité axiologique. L'axiologie étant la science qui a pour objet d'étude les valeurs morales. Max Weber dit, face à toutes les chapelles éthiques et morales, l'homme de science doit faire preuve de neutralité. Ce qui l'intéresse, c'est de chercher à décrypter les faits, rien que les faits, en se départissant de toutes ses émotions, donc de tout parti pris. En termes d'implication opérationnelle, l'empiricisme analyse les phénomènes de société, les décrypte en cherchant à élucider les mécanismes de causalité sans porter de jugement de valeur. Illustration, les déterminants de la violation des droits humains par les firmes multinationales en Afrique. Ici, on ne cherche pas à condamner les multinationales, mais on cherche simplement à établir un lien de causalité entre les violations des droits humains par ces firmes et puis les facteurs explicatifs de ce phénomène observé. Voilà tout ce qu'on cherche à faire. Les théoriciens relevant de l'empiricisme sont étudiés depuis l'Antiquité grecque, Auguste Comte, René Descartes, Gaston Bachelard et Karl Popper. On a une autre école épistémologique, à savoir le criticisme. Le criticisme qui est, à la vérité, un normativisme. Mais sauf qu'ici, les valeurs, les référentiels normatifs sont déjà connus. Il s'agit de paradigmes de valeurs tirées du marxisme, tels que l'égalité, la solidarité, la justice, l'équité, autant de choses. Alors qu'avec le normativisme au sens large, on peut faire feu de toute valeur, on peut faire feu de tout bois. On peut même prendre des normes patriotiques, des normes autocentrées, statocentrées pour essayer d'analyser un phénomène de société. Mais avec le criticisme, la science ne saurait rester indifférente face à l'injustice, à la domination, à l'exploitation, à l'impérialisme. La science n'est rien d'autre ici qu'un instrument de combat en vue de l'émergence de sociétés humaines justes. En termes d'implication opérationnelle, le criticisme va partir du choix d'un phénomène de société, du choix d'un référentiel critique. Il s'agit ici de principes tels que la justice, l'équité, la durabilité, pour parler de l'environnement, et la solidarité. N'oubliez pas la solidarité. Alors, ce qui compte ici, en dernière instance, c'est d'évaluer le phénomène étudié à l'aune du référentiel critique et puis de procéder in fine à des recommandations. L'idée étant de chercher à améliorer le phénomène étudié de sorte à le rendre équitable, juste. Exemple, gouvernance économique et genre en Côte d'Ivoire. Ici, on veut voir si, tel que la Côte d'Ivoire est économiquement gouvernée, les droits de la femme, l'égalité homme-femme, le genre est véritablement consacré. Voici tout ce qu'on veut faire. Si on constate qu'il y a des dysfonctionnements, alors, en dernière instance, il faudra faire des recommandations de sorte à mettre la gouvernance économique ivoirienne en adéquation avec les exigences inhérentes à la promotion du genre. Les théoriciens relevant de cette obédience épistémologique sont Platon, les cosmopolites dans l'Antiquité grecque, Kant, Karl Marx, Friedrich Engels et puis les anti-impérialistes. À la vérité, le criticisme est la base de tous les travaux de recherche que vous voyez qui vont critiquer, dénoncer les inégalités nord-sud, tous les travaux de recherche qui parlent des relations nord-sud, de l'impérialisme, autant de choses, du colonialisme, qui critiquent, en tout cas, ce phénomène-là, sont des travaux de recherche qui relèvent du criticisme comme école épistémologique. Dernière école épistémologique soucieuse, à l'instar des trois autres, de nous prescrire
la meilleure méthode d'acquérir le savoir, c'est le postmodernisme. Le postmodernisme, réputé pour sa célèbre formule Anything Goes, empruntée à Thomas Kuhn, nous dit simplement que toutes les approches sont bonnes pourvu qu'elles nous permettent de comprendre comment le monde fonctionne. Le postmodernisme veut faire feu de tout bois parce que pour les postmodernes, toutes les sensibilités épistémologiques, toutes les écoles ont droit de citer. Alors, il s'agit à la vérité du rejet de tout sectarisme épistémologique parce que pour les postmodernes, il faut permettre à tout le monde de s'exprimer. Il s'agit de la légitimation de toutes les obédiences épistémologiques. Les postmodernes procèdent par ailleurs à ce qu'on appelle un mix méthodologique, c'est-à-dire à une combinaison d'approches, parce que pour eux, un travail de recherche qui combine des approches a l'avantage d'accroître la validité scientifique des résultats auxquels l'on parvient. La recherche, il s'agit donc d'une école épistémologique qui va consacrer la recherche éclectique. L'éclecticisme, c'est le postmodernisme aussi éclectique. Une musique éclectique, c'est une musique qui ne saurait connaître de cloisonnement. C'est une musique qui embrasse tous les genres, Zassa, pour parler comme les Akans ivoiriens. Très bien. Les théoriciens relevant de cette obédience sont Thomas Kuhn, Michael Polanyi et Alexander Wendt, pour ne citer que. Voilà, chers auditeurs, la toute première articulation de notre propos qui a consisté pour nous à revisiter les écoles épistémologiques, entendues comme écoles recommandant une approche particulière d'acquérir le savoir. Faut-il intégrer les valeurs, ignorer les valeurs pour ne laisser s'exprimer que les faits, observer et rien que les faits? Faut-il rester insensible face à l'injustice, à la domination? Ou bien faut-il laisser libre cours à toutes les sensibilités? Voici autant de questions auxquelles les écoles épistémologiques que nous avons vues ont essayé d'apporter des réponses, chacune à partir de ces postulats de base. Ces écoles-là ont tout naturellement induit ce qu'on va appeler une typologie de travaux de recherche. Alors, globalement, nous pouvons retenir six types de travaux de recherche, six types de travaux de recherche dans la typologie. On a deux premières écoles qui procèdent de ce qu'on va appeler une summa divisio, c'est-à-dire une subdivision de base, à savoir la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ces deux écoles-là ne sont pas arrimées aux écoles épistémologiques que nous avons vues, mais quand on parle de travaux de recherche, la subdivision basique qu'il faut faire, c'est recherche fondamentale d'une part et recherche appliquée d'autre part. On va voir ce qu'il en retourne tout à l'heure. Nous avons maintenant, à partir des écoles épistémologiques, nous avons une recherche normative, une recherche empirique, une recherche critique et une recherche éclectique qui, elle, procède du postmodernisme. Donc voilà, en fait, ça sera des reprises des différentes écoles épistémologiques qu'on a vues, mais il faut comprendre que la recherche fondamentale est une recherche portant sur les concepts et les paradigmes, c'est-à-dire les notions clés, les concepts qui structurent même une discipline académique donnée. Il s'agit d'un effort de théorisation, de conceptualisation, un travail de recherche philosophique relevant de la doctrine spécifique donc à cette discipline académique-là. Il s'agit d'une recherche dite d'universitaire, de savant. En guise d'illustration, on peut, voilà, évoquer les deux sujets suivants. L'état de nature dans le contractualisme lockéen et hobbesien. Voilà, chez John Locke et puis chez Thomas Hobbes, on veut voir comment l'homme a quitté l'état de nature pour entrer dans l'état civil, c'est-à-dire dans l'état moderne, dans la civitas. Un autre sujet qui pourrait se prêter à une recherche fondamentale, la problématique de la dignité humaine chez John Rawls. Des fois, vous voyez de tels sujets de mémoire ou bien de thèse chez les philosophes, parce qu'il s'agit justement de cela. Voilà, c'est une recherche, en tout cas, qui n'a pas forcément prise sur la vie au quotidien, mais qui se propose de réfléchir, de faire preuve d'abstraction, donc de planer, de sorte à produire de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Qu'en est-il de la recherche appliquée? La recherche appliquée a vocation à impacter la vie en société. C'est une recherche dont les résultats sont censés régler des problèmes existentiels au sein des sociétés humaines, au sein de l'administration et des entreprises.
C'est une recherche ayant prise sur la réalité, pour ainsi dire. Illustration, gouvernance d'entreprise et développement durable. Cas de la Société ivoirienne de raffinage, CIR. Ici, on veut voir quelle stratégie la CIR déploie-t-elle en vue de promouvoir le développement durable et de protéger l'environnement. Gouvernance régionale et réduction de la pauvreté en Afrique. Cas de la Banque africaine de développement. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez quelques préoccupations, de soucis de compréhension. La recherche normative, on l'a vu, c'est une recherche à vocation ontologique, évaluative et reconstructive. C'est-à-dire qu'elle veut évaluer, étudier l'essence même des choses, l'existence même des choses, l'évaluer pour en tirer, en tout cas, la bonne graine des livrets, et puis à partir des livrets, faire des recommandations, l'idée étant d'améliorer la vie en société. On dit de la recherche normative qu'il s'agit d'une recherche qui vise à refaire le monde. L'objectif, quoi qu'il en soit, est d'évaluer un phénomène de société à l'aune d'un référentiel normatif et par-delà, formuler des recommandations en vue de l'amélioration de la situation ayant fait l'objet de la recherche. Exemple, la diplomatie ivoirienne à l'aune du patriotisme. On veut simplement checker pour voir si, telle que la diplomatie ivoirienne est conçue, mise en œuvre et évaluée, elle prend en compte les attentes des Ivoiriens, donc des patriotes ivoiriens. Mondialisation culturelle et panafricanisme, un autre sujet de recherche normative. Le référentiel normatif étant ici le panafricanisme, on veut voir si la monde fait la part belle à la culture africaine, à l'émancipation des Africains, autant de choses. Voilà. La recherche empirique, donc recherche à vocation descriptive et analytique. Ici, on veut décrire, on veut analyser. On ne veut pas porter de jugement de valeur. Recherche dépourvue de tout jugement de valeur, qui ne vise donc pas à dire si quelque chose, un phénomène observé est bon ou mauvais. On a ici trois variantes de la recherche empirique. On peut avoir une recherche purement descriptive, le management des partis politiques ivoiriens. Ici, on veut décrire simplement leur style managérial. Recherche qualitative, on peut avoir une recherche qualitative, c'est une recherche qui va chercher à interroger les motivations des acteurs. La les déterminants sociologiques de la filiation partisane en Côte d'Ivoire. On aurait même pu dire de l'identification partisane en Côte d'Ivoire. Quels sont les facteurs qui font que les Ivoiriens adhèrent à tel ou tel parti? Donc, il faut mener des enquêtes exploratoires, des enquêtes en profondeur, de sorte à les amener à nous faire percevoir les raisons qui les amènent à adhérer dans tel ou tel autre parti. La recherche quantitative, quant à elle, vise à mesurer des occurrences, mesurer des proportions. Donc ici, on va voir, à titre illustratif, le vote ethnique dans la sociologie électorale ivoirienne. On veut voir dans les comportements électoraux des Ivoiriens, là, quelle est la part du vote ethnique. Voilà, quelle est la part des Ivoiriens qui ne votent que sur la base ethno-tribale. Autant de choses qu'on peut essayer d'envisager comme projet de recherche. Quoi qu'il en soit, une recherche empirique peut porter sur des sujets génériques tels que les déterminants de la perpétuation du sous-développement en Afrique, la violence politique dans les États en transition démocratique, autant de sujets qui pourraient se prêter à une recherche empirique. Pour sa part, la recherche critique est une recherche à vocation évaluative et reconstructive, tout comme la recherche normative, je l'avais dit en amont. C'est une recherche qui vise à dénoncer les injustices inhérentes à la gouvernance, tant au niveau domestique, ça veut dire national, qu'au niveau global, international. Et par-delà, à faire des recommandations en vue d'une gouvernance juste, équitable, durable et solidaire. Voilà. Actuellement, vous avez vu qu'on parle de la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire, certainement parce qu'il y a eu peut-être des critiques de la société civile ou bien des partis de l'opposition qui voilà, se font le coup de la souffrance, de la cherté de la vie, autant de choses, de la précarité existentielle tout court. Exemple de sujet pouvant se prêter à une recherche critique, démocratie et droits des minorités en Côte d'Ivoire, reconstruction post-conflit et équité en Afrique. Voilà. Bonne arrivée, Geneva. Recherche éclectique. Merci, merci, docteur. OK. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Non, et tu as bien fait. Merci. Euh, On est heureux de vous retrouver.
La recherche Mhm. éclectique est une recherche basée sur le principe de la combinaison d'approches. On l'avait dit avec le postmodernisme. C'est le postmodernisme, ici, l'école épistémologique qui sous-tend la recherche éclectique. C'est une recherche ouverte à toutes les sensibilités méthodologiques. Elle peut donc être à la fois une recherche normative, une recherche empirique, une recherche et une recherche critique. Voilà. Voilà. Auriez-vous quelques questions? Nous en arrivons à notre troisième articulation. On a vu déjà les écoles, on a notre première articulation, nous en arrivons à notre deuxième articulation. Dans la première articulation, il a été question de voir les écoles épistémologiques, l'épistémologie et la typologie des travaux de recherche, ce que nous avons fait en prenant soin d'indiquer les implications méthodologiques de chacune des écoles épistémologiques que nous avons passées en revue. Ce qu'il faut noter, c'est qu'abstraction faite des écoles épistémologiques, il y a deux types basiques de travaux de recherche que sont d'une part la recherche fondamentale et d'autre part la recherche appliquée. La recherche fondamentale cherchant à produire des concepts basiques, clés, structurants d'une discipline académique donnée et la recherche appliquée, recherche ayant vocation à produire du savoir dont la vocation est de transformer les sociétés humaines, d'être appliquées dans les sociétés humaines, d'être valorisées dans les sociétés humaines, de sorte à impulser le développement, la recherche et le développement. Voilà. Deuxième articulation, donc, le processus de la recherche scientifique. La recherche scientifique est un processus, on l'a dit en introduction, un processus qui va consister à identifier un problème et puis mener des investigations et trouver des réponses, parvenir à un résultat qui puisse donner satisfaction face à l'énigme à laquelle on est confronté, face à la difficulté à laquelle on est confronté, face au mystère sur lequel on a buté à un moment donné ou à un autre en tant qu'observateur, en tant que scientifique, en tant que citoyen. Alors, ici, nous allons aborder tour à tour deux rubriques que sont le cycle du raisonnement scientifique et puis les étapes structurantes de la recherche scientifique. Cycle du raisonnement scientifique. Toute démarche scientifique s'articule autour de deux logiques complémentaires que sont la démarche empirico-inductive et la démarche hypothético-déductive. Dans le cas de la démarche empirico-inductive, on part de l'observation d'un phénomène politique, par exemple. Ce phénomène qu'on a observé, ça peut être euh, une grève, un coup d'État, voilà, une faillite d'une entreprise d'État. Tout phénomène, ça peut être une marche. Tout phénomène politique peut nous interpeller en tant que scientifiques et comme il s'agit d'une situation anormale, spontanément, on va se poser des questions. Les questions auxquelles nous sommes confrontés, nous n'allons pas rester sans un début de réponse. Parce que nous ne sommes pas des tables rases, nous avons du vécu. À partir de nos prérequis, donc, nous allons apporter un début de réponse à ces questions qui nous taraudent l'esprit. Ces débuts de réponse-là, ce ne sont rien d'autre que nos hypothèses. Une hypothèse s'entend donc d'une réponse intuitive et provisoire au questionnement. Cependant, il est assujetti à un certain nombre de critères de validité, à savoir la plausibilité et la cohérence pour ne retenir que ces deux conditions-là. Une hypothèse, elle doit être plausible, elle doit être donc réaliste, elle doit être cohérente intrinsèquement. La deuxième démarche est la démarche hypothético-déductive parce que justement, le scientifique ne saurait se contenter d'hypothèses. L'hypothèse, ce n'est pas le delta de la recherche scientifique. Ce n'est pas le terminus de la recherche scientifique. Toute recherche scientifique s'appuie naturellement sur des hypothèses, mais l'idée est d'aller tester la validité de ces hypothèses-là en allant collecter les données pour s'assurer de la véracité ou non, ou de la fausseté de, des hypothèses qu'on aura émises. Alors, tester l'hypothèse formulée, ça va consister à aller collecter les données sur le terrain, aller faire des recoupements, des vérifications de sorte à s'assurer de la validité de notre hypothèse ou de son infirmité. Voilà. Donc, on a deux cas de figure qui s'offrent consécutivement à la collecte des données. Il s'agit de la vérification des hypothèses, c'est le cas où l'hypothèse s'avère, et de la falsification d'hypothèses lorsque nos hypothèses sont en inadéquation flagrante avec
la réalité du terrain. Donc, une fois l'hypothèse testée, elle va devenir la thèse. Vous voyez déjà, c'est un jeu de mots hypothèse, donc une thèse potentielle. Mais ici, on a déjà passé cette hypothèse-là au crible des données et on a un résultat. Ce résultat, c'est notre thèse, c'est notre déduction, c'est la vérité scientifique. Et la boucle de la recherche scientifique est bouclée parce que justement, en science, on cherche simplement à mener des investigations pour parvenir à une vérité scientifique qui prend le nom de thèse. L'hypothèse, elle est une déduction parce que la déduction diffère de l'induction. L'induction, sont des conclusions, des inférences qu'on fait sur la base de nos prérequis, sur la base de nos spéculations, sur la base de nos opinions. Alors que la déduction, c'est la vérité à laquelle l'on parvient après avoir recoupé les faits, après avoir procédé aux vérifications requises. Voilà. Quelles sont donc les étapes du processus de la recherche scientifique à partir du cycle du raisonnement scientifique? Toute recherche scientifique va partir donc de l'identification d'un problème. En d'autres termes, sans problème, point de recherche scientifique. Retenez bien cette phrase. Sans problème, point de recherche scientifique. Une fois le problème identifié, on va se poser des questions. Donc, questionnement. Les questions vont à leur tour appeler des réponses, même provisoires. Ce sont nos hypothèses. Les hypothèses n'étant pas des vérités scientifiques, le scientifique a vocation à aller sur le terrain, collecter les données pour s'assurer de la validité ou de l'invalidité de cette hypothèse. Il s'agit du test des hypothèses. Une fois les hypothèses testées, nous avons matière donc à présentation. Il s'agit de nos résultats, de notre thèse que nous venons présenter. Et la présentation des résultats dans la vie réelle va coïncider avec la soutenance parce que justement, il s'agit d'une opportunité de partage des résultats de nos investigations. L'ultime étape sera celle de la valorisation de la recherche, pour ne pas dire celle de la valorisation des résultats de la recherche. Valoriser, c'est utiliser concrètement dans le cadre du débat scientifique pour une recherche fondamentale ou dans le cadre de la vie en société, utiliser les résultats auxquels nous sommes parvenus pour faire avancer la vie en société ou le débat scientifique. On parle donc de la pertinence, en parlant de la valorisation de la recherche, on parle de la pertinence scientifique d'une recherche entreprise ou bien de la pertinence sociétale s'il s'agit d'une recherche appliquée, par exemple. Donc, je vous ai mis ici en partage un tableau que pour chaque étape vous indique la question concrète à se poser. Identification d'un problème. Donc, à quel problème vous trouvez-vous confronté? Deux, quelle explication trouvez globalement à ce problème? Trois, comment démontrer la validité de notre hypothèse générale? Quatre, comment démontrer la validité de nos hypothèses explicatives? Voilà, on va voir. Cinq, on aurait dû mettre cinq. Où trouver les données nécessaires au test de nos hypothèses et comment les collecter? 6. Maintenant, comment traiter les données collectées aux fins de vérification des hypothèses et de falsification des hypothèses? 6, 7. Où et comment présenter les résultats de notre recherche? En amphi, dans le cercle familial ou bien dans les médias, autant de choses. Et puis 9. Quelle est la pertinence scientifique et sociétale de la recherche entreprise? La question donc de la valorisation. Identification d'un problème. Donc, c'est chacune de ces étapes que nous passons maintenant en revue. L'identification d'un problème. L'identification du problème, il s'agit d'identifier le facteur déclencheur de la recherche. Qu'est-ce qui a fait qu'on a éprouvé le besoin de se lancer dans le processus de la recherche scientifique? Donc, il s'agit de la constatation d'un dysfonctionnement, de la prise de conscience d'un écart, d'un gap, d'un fossé entre une situation idéale et une situation réelle. Illustration. On peut partir de la constatation de la récurrence des crises électorales en Afrique pour se lancer dans un projet de recherche. Ici, la situation idéale est l'organisation d'élections en toute quiétude et que les alternances se fassent de façon pacifique. Or, la situation réelle est que l'on assiste à des crises préélectorales, des crises électorales, des crises post-électorales dans bon nombre de pays africains. Voilà une illustration. Et ces différents éléments-là vont entrer dans le cadre de la rédaction de votre mémoire dans ce qu'on va appeler la position du problème ou la construction du problème de recherche.
Questionnement. Le questionnement, c'est la préoccupation résultant de la constatation du problème. Processus de questionnement spontané, mais fortement influencé par les prérequis du chercheur. L'objectif, c'est de chercher à identifier les facteurs explicatifs de la survenance du problème constaté. C'est de chercher à comprendre le pourquoi du comment de la survenance du phénomène étudié. En guise d'illustration, on peut dire du questionnement qu'il commence par des formules telles que quelle explication trouver à ce phénomène? Comment se fait-il que? Pourquoi en est-il ainsi? Autant de choses. Formulation d'hypothèse. Il s'agit du processus consistant pour le chercheur à apporter un début de réponse aux interrogations qui lui taraudent l'esprit. L'hypothèse est la réponse intuitive à la question préliminaire, à la question de départ. Le stade ultime de la démarche, la formulation d'hypothèse est le stade ultime de la démarche empirico-inductive. On a vu dans le tableau. Quand on a vu démarche empirico-inductive, on est parti de observation et puis la flèche nous a mené à hypothèse. Voilà. Illustration, la récurrence des crises électorales en Afrique trouve son explication dans la malgouvernance électorale. Voici une hypothèse. Et n'oubliez pas, les hypothèses se formulent au présent de l'indicatif et puis dans des phrases déclaratives. L'hypothèse, une deuxième hypothèse, la perpétuation du sous-développement en Afrique est aussi bien, ici c'est une conjugaison de facteurs, aussi bien imputable à la malgouvernance dans les États africains qu'à l'assujettissement économique et commercial de l'Afrique dans l'économie monde. L'hypothèse formulée n'est qu'une simple opinion, une induction, mais pas encore la vérité scientifique. À charge pour le chercheur de procéder à son test. Tester une hypothèse, c'est la confronter au terrain, aux faits, aux données, à des informations empiriquement vérifiables. Deux préoccupations sont sous-jacentes ici, à savoir, premièrement, où trouver les données nécessaires au test des hypothèses formulées et comment les collecter. La question donc de l'identification des sources et des modalités de collecte. Deuxième préoccupation, comment traiter, exploiter, analyser, interpréter, décrypter les données ainsi collectées. Il s'agit de la clarification de la méthode et il s'agit de la clarification des méthodes et techniques de traitement des données. Présentation des résultats. La présentation des résultats, il s'agit de la présentation des résultats du test des hypothèses. En d'autres termes, l'on procède ici à la restitution des principaux résultats des trouvailles, des thèses auxquelles l'on est parvenu. Il s'agit de la soutenance ou toute autre opportunité ou de toute autre opportunité de restitution des résultats auxquels le chercheur en est arrivé. Il s'agit d'une opportunité de feedback nécessaire à la consolidation des résultats. La valorisation de la recherche, je l'ai expliqué, clarifier la pertinence scientifique et sur l'état de la recherche entreprise. Les précautions sous-jacentes sont les suivantes. Quelle est la contribution de la recherche entreprise à la controverse sur la thématique ayant fait l'objet de la recherche? Deux, quel est l'impact de la recherche entreprise sur la vie en société? Voilà, chers amis, chers auditeurs, là où nous nous étions séparés la dernière fois qu'on a commencé le cours de méthodologie, je voudrais en tout cas dire la bienvenue à Miss Bénédicte Kofi, qui m'a fait confiance parce qu'on a eu à interagir dans une vie antérieure. Et donc, elle a aussi un projet professionnel rimant avec notre offre de formation en relations internationales et diplomatie. Et donc, elle a décidé de se joindre au groupe. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue et puis plein succès, en tout cas, dans ce projet. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. De rien, Béné, de rien, de rien. Alors, opération technique inhérente à la recherche scientifique. On a déjà, après la formulation des hypothèses, tout ce qu'on a vu là, on peut dire qu'on a déjà notre design de recherche. Parce que le design de recherche, c'est comme chez le couturier, chez le styliste. On va faire un design, voilà, de notre habit. Donc ici, on a apprêté tout le matériau. On a nos hypothèses, on a nos questions, on a construit notre problème, on s'est questionné, on a émis des hypothèses. La base est là, l'ossature est là. Que faire maintenant? Mais il faut aller collecter les données, venir utiliser ces données, les traiter, les interpréter à l'effet, en tout cas,
d'assouvir notre soif de compréhension, notre soif de connaissance. Voici quelques activités structurantes de l'activité de la recherche scientifique que que je me propose de revisiter avec vous. Il s'agit de la restitution de l'état de l'art. Je préfère ce nom, mais il y en a qui parlent de revue de littérature parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas que littérature. Il y a des YouTube, des vidéos qui sont là. Voilà, tout n'est pas que littérature. Si avant, nos ascendants scientifiques ont parlé de revue de littérature, c'est parce que c'était l'époque de la dactylographie, tout était consigné noir sur blanc. Mais aujourd'hui, il y a on a à l'aide de la dématérialisation, donc il faut en tenir compte. Je préfère donc la restitution de l'état de l'art. Deuxième rubrique, le balisage conceptuel et théorique, parce qu'aucune recherche ne se mène sans concept, sans théorie. C'est ça qui fait la différence entre la recherche scientifique et puis les débats de profanes dans les rues ou bien voilà, sans condescendance aucune sur la place publique. Donc, le débat scientifique, il a pour spécificité de reposer sur les concepts. Si vous prenez la crise du Covid, Corona, à la fac de médecine, on en parlait, mais aussi dans les maquillages pour on en parlait. Mais la différence se trouve au niveau du champ lexical mobilisé par les protagonistes de ce débat-là. Voilà. Après, on va parler de problématisation, parce que problématiser, désormais, vous devez retenir que ce n'est plus le fait de poser la question. C'est réducteur. La problématique, ça comporte trois dimensions, trois éléments que sont le problème, la question et puis les hypothèses. C'est tout ça qui constitue la problématique. On va voir après les techniques de collecte de données et les techniques de traitement de données. Auriez-vous des questions à ce stade de mon propos? Bien. La restitution de l'état de l'art. Il s'agit de la restitution du stade actuel du débat scientifique sur la thématique faisant l'objet de la recherche. L'état de l'art ou l'état de la recherche, en anglais, the state of the art. Il s'agit de la revue de littérature ou de la revue de sources, je préfère cela, qui va consister en la recension. Ça vient de recenser aussi, mais ici c'est la recension, ce n'est pas le recensement. En la recension des sources pertinentes sur la thématique faisant l'objet de la recherche, ainsi que consistant dans le recoupement analytique. On va procéder ici à des recoupements analytiques donnant lieu à un état des lieux. Donc l'état de l'art n'est rien d'autre que l'état des lieux sur le sujet faisant l'objet de votre recherche. L'objectif, c'est d'indiquer l'intérêt de la recherche envisagée sur la base des insuffisances et autres limites que révèle l'état de l'art. Parce que l'état de l'art, comme l'état des lieux que vient dresser le commissaire de justice, a pour avantage de vous faire percevoir non seulement les acquis, mais aussi et surtout les limites, les insuffisances. Le balisage conceptuel. Il s'agit ici d'un double effort de conceptualisation et de présentation des théories et autres paradigmes structurants de la recherche scientifique envisagée. Ça passe donc par la conceptualisation et le balisage théorique. La conceptualisation. En termes de conceptualisation, deux trajectoires complémentaires s'offrent. Il s'agit de l'élucidation des concepts clés et puis de la dimension des concepts et de variables, des dimensions de concepts et de variables structurant le sujet et le sujet en dimension et en indicateur. Alors, si nous prenons la trajectoire de l'élucidation conceptuelle, c'est ce que nous faisons d'habitude, hein, définition de concept en mobilisant le champ lexical et des associogrammes, critique de concept, limite et insuffisance intrinsèque du concept pour prendre une posture critique, et puis reconstruction de concept, parce qu'une fois qu'on a critiqué, encore faudra-t-il être outillé pour faire des suggestions, pour proposer des représentations idéales typiques du concept-là. Déclinaison des concepts et variables structurant le sujet en dimension et en indicateur. Alors, une dimension est une déclinaison basique primaire d'un concept ou d'une variable. Un indicateur, c'est un critère qualitatif ou quantitatif. Il il en faut plusieurs pour donner sens à la dimension. Illustration,
Démocratie. Si nous prenons la démocratie, on peut avoir une démocratie représentative, une démocratie participative, une démocratie délibérative. Tout ça, ce sont des dimensions du concept démocratie. Il en va ainsi de développement. Le concept de développement a pour dimension le développement économique, le développement humain et le développement durable. Ça, c'est chronologiquement. Chacune des dimensions pertinentes devra mettre, à son tour être déclinée en invariable. Et à son tour être déclinée en indicateur. Ah, j'ai eu un petit coup de sommeil là. Chacune de ces dimensions pertinentes devra à son tour être déclinée en indicateur. À cette fin, exemple de question, en quoi reconnaît-on une démocratie représentative? Donc, pour pouvoir dégager les indicateurs de chaque dimension, il faut se poser des questions. Ici, quand on dit dimension 1, démocratie représentative, il faut apporter la preuve, donc fournir les indicateurs de ce que cette démocratie est une démocratie représentative. Vous avez dit qu'il y a des élections, il y a des instances dans lesquelles les populations sont représentées. Autant de choses. Voilà. Le droit de vote est garanti, l'organisation d'élections. Donc ici, indicateur 1, organisation régulière d'élections, droit de vote, consécration du droit de vote. Autant de choses. Voilà. Il en va ainsi de toutes les autres dimensions. Quand vous allez parler de dimensions économiques, on va vous demander de fournir un indicateur macroéconomique. Ça peut être le PIB, ça peut être aussi le pouvoir d'achat. Voilà. On va vous demander ça peut être le taux de croissance. On peut vous demander de fournir un indice de développement humain. C'est l'IDH pour le développement humain, l'indicateur macroéconomique, c'est l'IDH. Pour le développement durable, on l'appelle l'ISE, indice de soutenabilité écologique. Vous retenez ça. Indice de soutenabilité écologique. On veut voir si, tel que vous vivez là, vous n'avez pas une empreinte carbone négative. Voilà. Le balisage théorique. Pourquoi parler de balisage théorique? Parce que la recherche n'est pas une opportunité où le chercheur a vocation à aller dans tous les sens. Donc, chaque recherche doit reposer sur les écoles de pensée, sur les paradigmes. Il faut identifier des théories et autres paradigmes ayant vocation à sous-tendre la recherche envisagée. Recherche mobilisée au sein d'une thèse. Il s'agit de ressources. Voilà. Le balisage théorique passe par la mobilisation de ressources au soutien d'une thèse ou en déconstruction d'une thèse. Les théories qu'on choisit là, c'est pour appuyer votre développement, mais c'est pour appuyer aussi la critique que vous formulez. Parce qu'on ne critique pas ex nihilo. En science, quand vous voulez critiquer, vous devez vous adosser à une école de pensée qui a déjà conceptualisé donc la critique que vous voulez faire. Sauf que vous avez contextualisé. Voilà. Opérationnalisation de chaque paradigme mobilisé. Il faut indiquer clairement à quoi chaque paradigme va servir dans le cadre de la démonstration. Illustration. Une recherche portant sur le sous-développement en Afrique pourra mobiliser des théories telles que la théorie de la modernisation, la théorie de la dépendance, l'altermondialisme, le panafricanisme. Ainsi des théories. La problématisation. Comme je vous l'ai dit, la problématisation consiste à élaborer la problématique. La problématique ne saurait se restreindre aux seules questions de départ, de questions principales et questions secondaires. La problématique, c'est un complexe structuré autour de trois éléments suivants, à savoir la position ou la construction du problème, le questionnement et la formulation d'hypothèses. Problématiser à partir donc de ce qu'on vient de dire, c'est avoir une idée, c'est avoir identifié un problème qui suscitent des questions qui, à leur tour, ne laissent d'autre choix aux chercheurs que celui d'émettre des hypothèses. Voilà. Donc, problématiser, Bénédicte, vous devez retenir ça. Désormais, quand on dit la problématique, ne pensez pas à la question. Das ist nicht nur die einzige Frage, sondern auch die Problemlage. Ça, c'est pour Geneva, hein, commandant. Okay, Die Fragestellung und die Hypothese. Ja, okay. Gut, bitte danke schön. schön. Gerne. Benedikt,
Docteur. Alors, ça va jusque-là, hein? Oui, ça va très bien, ça va. OK. Geneva, Bénédicte, elle travaille chez la fondation Friedrich Naumann, juste pour ta Ah, nouvelle. Voilà. ah, d'accord. C'est là-bas que je l'ai connu. Je suis leur consultant. De temps en temps, on a des opportunités de travail là-bas. Des Ah, petites. ok. Donc, D'accord. Bénédicte Geneva, elle est prof d'allemand au lycée. Donc, voilà. D'accord, ok. Il n'y a pas de Mhm. problème. Vous pouvez échanger les numéros. Enchantée. Enchantée, Geneva. Merci. Bien. Donc, la problématique, c'est non seulement Donc, le ça problème. se fond. Non, commandant, toi, tu es trop puissant. Laisse-nous les petits, on va s'entraider. Hein, commandant? Pas de Commandant, problème. Il n'y a ça pas va de... jusque-là, non? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère. Alors, problématiser, c'est avoir identifié un problème qui suscite des questionnements qui, à leur tour, ne laissent d'autre choix aux chercheurs que celui de mettre des hypothèses. Voilà donc comment vous pouvez parler de la problématique. Voici ce que je vous propose comme complexe de problématisation. Tout ça, je n'ai pas pris dans un livre, c'est moi-même qui ai, voilà, le Saint-Esprit qui a inspiré ça. Donc, what? Et oui, il y a Watt aussi, Geneva. Et puis, commandant, voilà, toujours, il faut partir d'un problème. J'ai mis ça en rouge. Le problème, c'est à la vérité le facteur déclencheur de la recherche. En fait, le problème, c'est le constat d'un dysfonctionnement, le constat de l'existence d'un dysfonctionnement. C'est le fossé qu'il y a entre une situation idéale et une situation réelle. J'ai déjà expliqué ça. Et puis, quand vous constatez cela, spontanément, ça va vous amener à vous poser des questions. Les questions, on peut avoir la question principale qui elle-même va se scinder en deux ou trois questions en fonction du nombre de parties du développement. Mais en sciences juridiques, c'est deux parties. En sciences politiques, on peut aller jusqu'à trois parties pour le développement. Donc, vos questions spécifiques là, à la vérité, sont arrimées à chaque partie de votre développement. Alors, la question principale que vous posez, elle va vous amener à formuler ce qu'on appelle l'hypothèse générale. Et puis, les questions spécifiques que vous aurez identifiées à partir de votre question principale doivent générer chacune une hypothèse spécifique. Voilà. Donc, il y a toujours une adéquation entre le nombre de questions et le nombre d'hypothèses. N'oubliez jamais ça. Quelqu'un ne peut pas venir. En fait, j'ai oublié de vous dire. Les hypothèses, retenez très bien ça. Les hypothèses sont des phrases affirmatives. Mais lorsqu'on reformule l'idée contenue dans l'hypothèse sous forme nominale ou bien sous forme thématique, ça nous donne les intitulés de nos parties et de nos sous-parties. Si je dis par exemple, quand je parlais du sous-développement, j'ai dit que le sous-développement en Afrique, la perpétuation du sous-développement s'explique par deux facteurs que sont la malgouvernance et puis l'assujettissement économique de l'Afrique dans les relations économiques et commerciales internationales. Donc voilà voici une hypothèse générale. Cette hypothèse générale-là, je peux la scinder en deux hypothèses explicatives ou bien hypothèses spécifiques. Je peux dire le sous-développement en Afrique, deux points, conséquences de la malgouvernance. Ça, c'est notre titre de la première partie, qui est à la vérité adossé à notre hypothèse explicative 1. Je prends hypothèse 2. Je dis la malgouvernance, le sous-développement en Afrique s'explique par la domination économique de l'Afrique dans les relations économiques internationales. Ça, c'est... Donc, je peux dire l'asymétrie économique nord-sud, deux points, cause du sous-développement en Afrique. Voici comment ça se passe. Donc, les hypothèses que vous émettez là, n'oubliez pas, c'est de la ressource pure que vous avez parce que ce sont elles qui vont vous aider à formuler vos titres, les titres de vos parties et de vos sous-parties. Voilà. Alors, en termes de gradation, on a l'hypothèse générale, on peut avoir les hypothèses spécifiques, et puis on peut avoir les hypothèses spécifiques, on peut appeler aussi hypothèses explicatives, et puis on peut avoir des hypothèses opérationnelles. Déjà, avec ces trois niveaux-là, on est à notre première partie, à notre euh, chapitre 1 de la première partie, chapitre 2 de la première partie, ainsi de suite. Donc, c'est à vous c'est à partir des hypothèses aussi qu'on fait le plan détaillé du développement. Voilà. Tout ce que j'ai expliqué là,
c'est ce qui est sur les diapos actuellement. La problématique, position du problème portant sur la perpétuation du sous-développement en Afrique. Donc ici, on a un choc qui est suscité par le constat de la perpétuation du sous-développement et l'exacerbation de la pauvreté en Afrique. Notion de problème, le problème, c'est l'écart observé entre une situation idéale et une situation réelle. C'est le gap entre l'idéal et le vécu. La situation idéale, c'est que l'Afrique se serait présentée comme un continent prospère et développé. La situation réelle, malheureusement, est que l'Afrique est en proie au sous-développement malgré les programmes de développement initiés depuis les indépendances, les plans quinquennaux au temps de Houphouët, les programmes d'ajustement structurel, les objectifs du millénaire pour le développement et aujourd'hui les ODD, les objectifs du développement durable. Malgré tout ça, l'Afrique patauge encore, l'Afrique est en proie au sous-développement. Face à ça, spontanément, tout scientifique sérieux va se poser une question. What? Je ne sais pas quelle question on peut se poser face à ce constat-là. Quelle question peut spontanément émerger? Elle a bougé. Bon, ce n'est pas bien grave. Bénédicte, quelle question peut spontanément émerger de ce constat-là? Quelle question? Est-ce que les différents programmes de développement initiés depuis les indépendances sont Mhm. réellement adaptés à l'Afrique ou aux situations qu'on traverse? Ça peut être une forme d'interrogation, mais regardez concrètement. On vous dit que l'Afrique est aidée depuis le début, mais malgré ça, l'Afrique est dans le sous-développement. Et spontanément, il y a une question qui va émerger. La question que vous posez peut venir plus tard, mais directement là, quand vous constatez quelque chose comme ça, un retard économique de l'Afrique, l'Afrique dans... Mais spontanément, c'est quels sont les facteurs Qu'est-ce explicatifs? qui cause? Qu'est-ce qui Voilà. cause Voilà, effectivement? voilà, Qu'est-ce qui a bien provoqué ça, en fait? exactement. Voilà, commandant. Voici la question que vous devez vous poser. Et ça, c'est votre question de départ, c'est votre questionnement. Et c'est cette question-là que vous prenez et puis vous allez apporter un début de réponse à cette question. Donc ici, question principale, quels sont les facteurs explicatifs de la perpétuation du sous-développement en Afrique? On peut reformuler, le commandant a dit, qu'est-ce qui a bien pu causer? Voilà, tout ça, c'est la même chose. Une chose est sûre, cette question-là, une fois qu'on la pose, on doit aller ici au niveau de l'hypothèse. On va voir l'hypothèse générale. On va répondre. La perpétuation du sous-développement en Afrique est la conséquence de la malgouvernance des États africains et l'assujettissement de l'Afrique dans les relations économiques. C'est le cas que j'ai pris là. Donc, cette question principale qu'on a posée là, à partir de ce qu'on a dit, on a identifié deux facteurs, à savoir la malgouvernance et puis l'assujettissement économique de l'Afrique. Donc, ça va nous amener à nous poser deux sous-questions. En quoi la malgouvernance et puis, question spécifique de en quoi l'assujettissement, c'est ici que vous êtes invité maintenant à démontrer ce que vous avez avancé. Parce que vous avez dit que c'est la mauvaise gouvernance qui entraîne le sous-développement d'une part, et d'autre part, l'assujettissement économique de l'Afrique. Donc, c'est à vous d'apporter la preuve en allant collecter les données sur le terrain pour venir nous convaincre de la validité de vos hypothèses. Voici tout le projet de la recherche scientifique. Voilà. Donc, ça va vous amener donc à disséquer deux hypothèses spécifiques ici. Un, la perpétuation du sous-développement en Afrique s'explique par la malgouvernance. Deux, la perpétuation du sous-développement en Afrique s'explique par l'assujettissement économique de l'Afrique dans les relations économiques et commerciales internationales. Et puis ainsi de suite, vous pouvez en arriver aux hypothèses opérationnelles qui elles-mêmes sont des déclinaisons de chaque hypothèse spécifique que vous aurez formulée. En fait, on procède par arborescence. C'est un arbre. C'est comme les bord A, bas, bord et B là. Vous faites des arbres, vous mettez hypothèse générale. Vous mettez deux flèches si vous avez deux parties, ou bien trois flèches si vous avez trois sous-parties. Vous mettez trois flèches. Voilà. Hypothèse spécifique 1, hypothèse spécifique 2, hypothèse. Et chaque hypothèse spécifique, à son tour, va générer des hypothèses opérationnelles. Et c'est ainsi de suite que vous avez les différentes parties, vos sous-parties, et puis vos sous-sous-parties, ainsi de suite. Les différents niveaux de gradation de votre développement. Bien. Une fois qu'on a pu dire tout ça, se pose la question Je vais des bien, techniques merci. de collecte des données. Je Où suis en trouver les réunion. données nécessaires au test et Donc, comment je les finis ça. collecter? Voici. Commandant, vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Voici les préoccupations qui sont les nôtres. Les sources de collecte
il faut identifier les sources primaires. Il faut distinguer les sources primaires des sources secondaires. On parle de sources primaires lorsque les données sont directement collectées par le chercheur sur le terrain. Quand vous allez mener une enquête, vous allez en immersion, vous allez faire de l'observation participante, par exemple. C'est ce que les sociologues et les anthropologues font en général. Les policiers aussi font ça, les enquêtes, les investigateurs. Sources secondaires. On parle de sources secondaires lorsque les données sont recueillies à partir de supports écrits, audiovisuels ou iconographiques. C'est pour les images préexistants à la recherche envisagée. Donc, c'est lorsque vous allez faire de la recherche documentaire, vous allez relire des livres, des rapports, tout ce que vous faites à la bibliothèque, lorsque vous visionnez des YouTube, des audios, tout ça, ça fait partie des sources secondaires. Donc, il y a deux sources de collecte de données, les sources primaires et les sources secondaires. En termes de technique de collecte, il faut dire que la technique est fonction de la nature de la source. On peut avoir une observation participante ou immersion. On peut mener des entretiens semi-directifs, enquêtes, interviews avec des guides d'entretien. Voilà. On peut faire des enquêtes par questionnaire aussi, en général pour les recherches quantitatives. Questions fermées appelant des réponses par oui ou non. On peut faire de la recherche documentaire. On peut procéder à des visionnages ou à des écoutes d'audio. Donc, voici quelques techniques de collecte de données. Quoi qu'il en soit, les données collectées ont vocation à être traitées. C'est quoi le traitement des données? Le traitement des données collectées, là, il s'agit du processus consistant en l'exploitation des informations recueillies pour tester la validité de nos hypothèses, des hypothèses formulées. L'obligation est donc faite aux chercheurs de clarifier la méthode de traitement. Plusieurs méthodes en fonction de la nature de la recherche. Globalement, nous, ce qu'on fait, ce sont des analyses de contenu. Voilà, on appelle ça l'analyse de contenu. Il s'agit, et on peut avoir aussi des traitements assistés par application. Voilà, en sciences sociales, en général, il y a plusieurs applications telles que les SPSS, les NVivo. Il y a plusieurs applications, en tout cas, pour faire des traitements pour les études qualitatives, quantitatives. Voilà. Le traitement des données, mais à la base, traiter les données, ça ne veut rien dire d'autre que les analyser, les décrypter, les expliquer, les interpréter, les réfuter ou les valider. Voici ce que signifie le traitement des données. C'est toute l'interprétation, tout le travail de démonstration qu'on va faire à partir des informations collectées là pour essayer de démontrer la validité ou non de nos hypothèses. À la vérité, il s'agit de l'exercice de démonstration argumentative. Ce que vous rédigez dans le développement, là, vous êtes en train de faire le traitement des données comme ça. Les données que vous avez collectées là, on le fait depuis la terminale. Une fois qu'on vous donne une dissertation là, vous avez votre brouillon, vous collectez les informations et puis vous les regroupez. Une fois que vous avez regroupé, c'est comme si vous aviez fait de la codification des informations et vous allez les regrouper par rubrique en fonction de leur pertinence pour vous aider à faire votre première partie, votre deuxième partie dans les dissertations. Et donc, le traitement, c'est à la vérité le fait d'utiliser les données collectées, les informations collectées pour la démonstration. Voilà. Donc, démonstration argumentative, factuelle, statistique au soutien des hypothèses formulées ou à contrario, dans la perspective de leur déconstruction. Le traitement débouche sur des résultats ayant vocation à être présentés à la communauté scientifique et au monde. Mais à la fin, je vais vous montrer aujourd'hui, là, c'est devenu plus facile. Hein. Avec même Google Forms, vous pouvez être à la maison. J'ai mené une étude dernièrement sur l'extractivisme en Côte d'Ivoire en lien avec la politique environnementale. Donc, j'ai fait sur Google Forms, je vais vous montrer après. Vous faites votre questionnaire et Google Forms génère un lien simplement. Vous copiez ce lien, vous envoyez aux gens. Dès qu'ils renseignent depuis votre ordinateur, vous voyez sur Google Forms les réponses qu'ils ont apportées et puis vous procédez à votre traitement, à vos analyses. Voilà. La recherche est devenue très facile aujourd'hui. Mais encore, il y en a qui, avec les chats GPT même, quelqu'un peut écrire un mémoire entier. Le risque, c'est que si on vous attrape, c'est plagiat et puis vous serez déchu de votre diplôme. Voilà. Ne prenez jamais ce raccourci. Sinon, c'est très facile aujourd'hui de rédiger des sujets de recherche. Bien. Alors, une fois qu'on a pu dire tout ça, nous en arrivons aux exigences rédactionnelles inhérentes à la recherche scientifique. Alors, en termes de rédaction, on a l'élaboration du projet de recherche. Parce que pour pouvoir rédiger
il faut avoir un projet de recherche. Dans les pays européens où les années académiques sont bien distinctes, bien, en tout cas agencées, quand vous êtes en Master 1, à la fin du Master 1, avec les cours de méthodologie, vous devez être en capacité de rédiger votre projet de recherche. C'est ce projet-là que vous soumettez aux enseignants et puis vous prenez pour solliciter une bourse de recherche aussi pour le Master 2, voilà, auprès des institutions, des organismes. Voilà. Donc, on va voir tour à tour l'élaboration du projet de recherche, la rédaction du travail de recherche et puis les prescriptions typographiques. Élaboration du projet de recherche. Le projet de recherche a pour... On va voir la vocation et puis après l'ossature du projet de recherche. Voilà. Vocation du projet de recherche. Le projet de recherche est le document présentant la recherche envisagée et censé servir à la sollicitation d'un encadrement auprès d'un directeur de recherche ou d'un financement auprès d'un organisme bailleur. Il faut donc à cette fin collecter des informations sur les centres d'intérêt scientifique des potentiels directeurs de recherche. Collecter des informations sur l'objet social et la mission des potentiels organismes bailleurs. Si c'est l'UNICEF, l'UNESCO, en tout cas la BAD, vous devez en tout cas avoir une idée claire de la raison sociale, donc des missions des institutions, et puis vous adresser à l'institution pertinente au regard de la thématique faisant l'objet de votre recherche. Quoi qu'il en soit, tout projet de recherche doit comporter les éléments suivants. Contexte et justification du choix du sujet, objectif de la recherche envisagée, état de l'art sur le sujet, balisage conceptuel et théorique. Tout ce qu'on a fait au brouillon là-bas, là, dans les opérations techniques, là, c'est ce on prend pour meubler maintenant le projet de recherche. Tout ça, on a déjà fait dans les opérations techniques. La problématique, c'est-à-dire votre problème, les questions et vos hypothèses, l'ancrage épistémologique et l'approche méthodologique. Il s'agit de quelle recherche? Une recherche normative, une recherche empirique, une recherche critique, et en fonction de ça, quelle approche méthodologique. Et puis, le projet de recherche doit comporter un chronogramme, donc lister dans le temps les différentes opérations, les phases, semestre 1, semestre 2, semestre 3, tout ce que vous devez avoir à réaliser. Et puis, un budget prévisionnel. Et last but not least, une bibliographie indicative. Une bibliographie indicative. Parce que déjà, dès que le sujet a émergé, vous avez commencé à faire des lectures et il y a des sources pertinentes qu'il faut répertorier à l'effet de les faire figurer dans votre projet de recherche. Qu'en est-il de la rédaction à proprement parler du travail de recherche? Alors, il s'agit de la restitution argumentée et cohérente du travail de recherche dans un mémoire, une thèse ou un rapport. Le mémoire, c'est pour le master ou le bachelor. La thèse, c'est pour le doctorat. Et puis, le rapport, c'est un rapport, voilà, dans le cadre d'une recherche menée ou d'une étude. Voilà. Il faut veiller à la fluidité argumentative au moyen de chapeaux introductifs et de conclusions partielles assorties de transitions. Vous connaissez tout ça déjà en rédaction. Deux approches s'offrent. On a l'approche classique. N'oubliez pas, retenez ça bien. On a l'approche classique qui va nous amener à faire une introduction, un développement et une conclusion. Et puis, on a une approche, l'approche IMRAD, introduction, méthodologie, résultats, analyse et discussion. Ça, c'est l'approche qui est en train de s'universaliser. Aux États-Unis, même en Allemagne, en tout cas au Japon, dans le monde entier, c'est l'approche IMRAD que les gens utilisent le plus. En fait, ça a été emprunté aux sciences médicales, pharmaceutiques. C'est venu de médecine, pharmacie. C'est comme ça qu'ils présentaient leurs travaux de recherche et c'est en train de s'universaliser. Aux États-Unis, dès que vous prenez un travail de recherche, c'est comme ça qu'il est structuré. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, tous les autres là font ça. En sociologie, en communication, en géographie, en médecine, tout ça, c'est ce qu'ils font. Voilà. Mais en droit, on est encore en droit et sciences politiques en Afrique, peut-être en lettres aussi, on est encore dans, voilà, pas peut-être même, en lettres, LLC, ils sont toujours en introduction, développement et conclusion. Alors, introduction. Voici l'approche classique. Donc, quand on a l'introduction, voici tous les éléments qu'il faut dans l'introduction. Il faut, en fait, quand vous faites votre projet de recherche, là, ça veut dire que vous avez déjà rédigé votre introduction, quoi. Voilà. Donc, dans l'introduction, vous avez le contexte et justification, les objectifs, l'état de l'art, le balisage conceptuel, la problématique, l'ancrage épistémologique et méthodologique, et puis l'annonce du plan. C'est tout.
C'est le projet de recherche, sauf le budget et le chronogramme. Le développement. Le développement est le lieu de la démonstration de la validité des hypothèses formulées. Il s'agit de la restitution des principaux résultats des investigations menées. Chaque partie du développement est arrimée à une hypothèse explicative et est la réponse à une question subséquente, donc une question spécifique. Quant à la conclusion, elle est le lieu du bilan des principaux résultats et de la mise en perspective pour donner une chance au débat, à la perpétuation du débat scientifique. Elle ne doit nullement impliquer un reniement des résultats présentés. Ça, c'est le lieu de l'ouverture. Donc, voici l'approche IMRAD. J'ai dit une approche quasi et standard quasi universelle. Voilà. Ici, dans l'approche IMRAD, on aura dans l'introduction le contexte, la justification, les objectifs, tout le reste, position du problème. Et puis, après, on va venir faire une autre partie, méthodologie. Donc, ici, clarification de la méthode dans le M, là. Clarification de la méthodologie mobilisée. Présentation et justification de l'ancrage épistémologique de la recherche, clarification des techniques de collecte et de traitement des données. Après ça, on a la présentation des résultats, restitution des principaux résultats. Ce sont les mêmes éléments, sauf que c'est organisé différemment, c'est tout. Autrement. Analyse des résultats obtenus, expliciter, interpréter les résultats obtenus. Discussion des résultats, prise de position du chercheur relativement aux résultats obtenus et au regard de l'état de l'art. La conclusion, c'est le lieu du bilan et de la mise en perspective. Voilà. Mise en perspective, entendu comme ouverture. Les prescriptions typographiques. Comment rédiger? Bon, ça, c'est fonction de chaque école. Et puis, j'ai mis là quelques éléments, hein. Donc, voilà. Ce n'est pas rigide, mais tout dépend de l'institution dans laquelle vous rédigez votre travail de recherche. Il y a des consignes, nombre de pages, bachelor. Bon, ça, c'est universel. Bachelor, c'est entre 50 80 pages. Master, 80 120 pages. Et puis, les thèses, maintenant, c'est 250 400 pages. Partout. Aux États-Unis, en Allemagne, partout. Voilà, même en France. La police, généralement aussi, c'est Times New Roman et puis la taille 12, interligne 1,50. Voilà. Les prescriptions typographiques, j'ai ici donné quelques éléments. Références dans le texte. Il y a des mémoires maintenant où on met les références là dans le corps du texte, dans le développement. Là. Dès que vous finissez de développer ou bien de citer quelque chose, d'emprunter une idée à un auteur, vous mettez la référence, l'année de parution et puis la page dans le corps du texte, dans le développement. Je vais vous envoyer quelques exemples de travaux qui se prêtent à ce jeu-là tout à l'heure. Voilà. Les références infrapaginales. Donc, c'est alternativement, on ne fait pas les deux ensemble. Si vous optez pour les références infrapaginales, ça va venir en note de bas de page. Donc, vous avez ici, dans le développement, là, vous mettez le nom, le prénom suivi du nom, parce qu'on met toujours le prénom. Mais c'est dans la bibliographie qu'on met le nom en premier. Mais dans le développement, vous mettez le prénom et le nom. Vous donnez la référence de l'ouvrage, ainsi de suite. Les notes de bas de page. Les notes de bas de page peuvent être des notes, des explications additives au soutien d'une idée, d'une argumentation, d'un argument présenté dans le corps du texte. Donc, et maintenant, dans la bibliographie, vous venez faire comme j'ai indiqué ici, là. Voilà. Voilà. Dispositions pratiques en vue de la soutenance. On a des dispositions d'ordre logistique, des dispositions d'ordre psychologique, des dispositions d'ordre oratoire, dispositions d'ordre vestimentaire. Ce sont autant de choses que vous connaissez. On ne va pas trop s'appesantir là-dessus. Une chose est sûre, il faut s'assurer de la disponibilité des moyens logistiques nécessaires à la réussite de la recherche, s'assurer de l'état de fonctionnalité optimale de la logistique, ordinateur, projecteur, tout ce que vous avez mobilisé, procéder à des tests, voire à des pré-tests avant la soutenance, procéder à la remise en l'état, le cas échéant. Disposition d'ordre psychologique, veiller à la stabilité psychologique du chercheur et des enquêteurs, procéder à des simulations pour lutter contre le stress résultant du manque d'assurance, maîtriser le concept de recherche en toutes ses facettes, de sorte à booster l'assurance, maîtriser le stress lors de la soutenance pour la maîtrise de son texte de présentation, par la maîtrise de son texte de présentation ainsi que des principaux résultats de recherche. S'exprimer dans un langage sobre, soutenu et cohérent, faire preuve de concision, développer l'écoute,
ne pas prendre la parole, ne prendre la parole que de façon opportune, accuser bonne réception des observations et autres recommandations des membres du jury lors de la soutenance, faire preuve de persuasion dans la présentation des résultats de la recherche. Se vêtir de façon sobre et classique, avoir une coiffure exemplaire standard, utiliser des couleurs sobres gaies, suivre le dress code ou toute autre recommandation expresse de l'institution académique. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à partager avec vous dans le cadre de ce cours consacré à la méthodologie de la recherche. On a cherché simplement à vous faire percevoir les exigences théoriques, conceptuelles et puis opérationnelles, donc techniques inhérentes à l'activité de recherche scientifique. Activité censée contribuer à l'acquisition du savoir. À cette fin-là, on a tour à tour revisité le processus de la recherche scientifique et l'épistémologie et la typologie des travaux de recherche, le processus de la recherche scientifique, les activités techniques inhérentes à la recherche scientifique, les exigences, ainsi que les exigences rédactionnelles inhérentes à la recherche scientifique. Toute chose qui nous a permis, en dernière instance, de prodiguer quelques conseils pratiques en vue de la soutenance de mémoire. Je souhaiterais sur ce donc vous inviter à capitaliser sur ces acquis dans le cadre de vos projets de recherche en tant qu'auditeur de sciences politiques, donc de diplomatie et de relations internationales. Je vous remercie. Je me tiens à votre disposition si éventuellement vous aviez des questions de réponse.